Aujourd'hui, une centaine d'années seulement après les débuts de la civilisation de l'automobile, on estime que l'humanité a déjà brûlé la moitié des réserves mondiales de pétrole que la nature avait mis des millions d'années à produire. Au début des années 70, les pays membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, née 10 ans plus tôt, prennent conscience que leur pétrole peut être une arme redoutable face aux Occidentaux. Avec presque 50% de la production mondiale, ils possèdent un formidable moyen de pression sur les majors, au pouvoir jusqu'alors hégémonique, et par ce biais sur les pays industriels de plus en plus dépendants de leur importation pétrolière. Ce vent de contestation ne touche pas uniquement les pays de l'OPEP d'idéologie révolutionnaire comme l'Algérie ou la Libye, mais aussi des pays conservateurs, pourtant fidèles alliés des États-Unis comme l'Arabie saoudite ou l'Iran. Leur objectif commun est simple, améliorer leurs revenus pétroliers en augmentant le prix de vente du baril qu'ils estiment à juste titre trop bas. De flambée des prix en flambée des prix, les circonstances leur seront si favorables qu'ils pourront se croire pendant plus d'une dizaine d'années les nouveaux maîtres du grand jeu de l'or noir. Comme souvent dans l'histoire du pétrole, une guerre sera le point de départ de cet épisode tumultueux. Le 6 octobre 1973, dans l'après-midi, l'Égypte et la Syrie, soutenues par la Jordanie, lancent leurs armées à l'assaut d'Israël. La 4e guerre arabo-israélienne vient de commencer. Après avoir franchi le canal de Suez, les troupes égyptiennes débarquent sur la rive occidentale. En ce jour de Yom Kippour, le grand pardon, l'effet de surprise est tel que les lignes de défense israéliennes sont rapidement débordées sur 15 km de profondeur. Puis le front se stabilise. Cette guerre, dite du Kippour, bien que régionale, va servir de détonateur au plus grand bouleversement de toute l'histoire planétaire du pétrole. Tout commence 3 ans plus tôt quand s'exacerbe le nationalisme arabe autour du problème des territoires palestiniens occupés par Israël à la suite de la guerre des 6 jours de juin 1967. Le président égyptien Anwar el-Sadat, qui a succédé à Nasser, rêve de les libérer. Convaincu que cette intervention doit être à la fois menée sur le terrain militaire et sur le terrain économique en utilisant l'arme du pétrole, il s'assure en premier lieu du soutien du roi Faisal d'Arabie, farouchement anti-israélien et maître de la plus grande puissance pétrolière du monde. En 1972, lors d'une visite au président Nixon, le roi Faisal lance un avertissement au gouvernement américain pour qu'il modifie sa politique sur la question palestinienne, sous peine de graves rétorsions économiques, c'est-à-dire pétrolières. Cette fièvre du nationalisme arabe, qui se nourrit à la fois de la cause palestinienne et des revendications des pays membres de l'OPEP, s'inscrit dans le contexte d'un profond bouleversement du système monétaire international, jusque-là dominé sans partage par le dollar. Ce système avait été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors d'une réunion interalliée à Bretton Woods, aux États-Unis. À cette époque, l'Amérique, au sommet de sa puissance, détient les 2/3 des réserves mondiales d'or. Le dollar devient de facto la monnaie du commerce international. En échange de quoi, les Américains garantissent solennellement la convertibilité du billet vert en métal jaune. Tout change au début des années 60. Le volume des dollars papier circulant hors des États-Unis est tel qu'il dépasse en valeur les réserves d'or américaines supposées en garantir la convertibilité. En 1971, face à cette situation de plus en plus critique, le président Nixon n'hésite pas à renier les engagements de son pays. Il abandonne la parité dollar-or et laisse flotter sa monnaie qui se dévalue. Le commerce pétrolier étant libellé en dollars, les pays membres de l'OPEP sont les premiers touchés par cette dépréciation du billet vert. Dans le climat de mécontentement qui s'ensuit, une étincelle suffit pour pousser l'OPEP à réagir. L'événement catalyseur de cette montée de l'OPEP a certainement été la guerre d'octobre 1973.
Une guerre très dangereuse pour Israël, qui, pendant un temps, se retrouva au bord de la défaite. Les États-Unis et ceux qui soutenaient Israël l'ont fait de manière agressive. Lorsque la guerre battait son plein, les nations arabes se rabattirent en dernier recours sur la seule arme en leur possession, c'est-à-dire l'arme du pétrole. 10 jours seulement après le déclenchement de la guerre du Kippour, alors que les troupes israéliennes se ressaisissent grâce à l'aide massive de leurs protecteurs américains, l'arme du pétrole entre en action. Le 16 octobre 1973, à Kuwait City, quelques heures suffisent aux représentants de l'OPEP, conduits par Sheikh Yamani, le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, pour augmenter le prix du baril de 70%. Le lendemain, Yamani accentue encore la pression en proposant une réduction mensuelle de la production pétrolière de 5% jusqu'au retrait total des forces israéliennes des territoires occupés. Une semaine plus tard, après une intense activité diplomatique entre les Américains alliés des Israéliens et les Soviétiques alliés des Arabes, pour éviter que ce conflit ne déborde la région, un accord de cessez-le-feu est signé les 22 et 23 octobre 1973 par le Conseil de sécurité de l'ONU, assorti de l'envoi sur le terrain de 7000 casques bleus. Le cessez-le-feu ne fait que durcir la position des pays membres de l'OPEP. Ils décident une réduction de 25% de leur production et un embargo total vis-à-vis des amis d'Israël, les États-Unis en premier lieu. Nous voulions juste attirer l'opinion publique sur l'existence de problèmes entre Arabes et Israéliens. Dernier acte de cette rébellion pétrolière, le 23 septembre 1973 à Téhéran, l'OPEP se prononce pour une ultime hausse des prix de 13%. En 2 mois seulement, le prix du brut a été multiplié par 4, passant d'environ 2,50 $ à 10 $ le baril. Le Shah d'Iran peut alors déclarer « Les nations industrielles devront comprendre que l'époque de leur formidable progrès, de leurs revenus et de leurs richesses plus formidables encore dues au pétrole bon marché est révolue. » Dès janvier 1974, au lendemain des fêtes de fin d'année, le prix des carburants explose et l'approvisionnement s'effondre. Ce cataclysme énergétique sans précédent est resté dans la mémoire collective sous le nom de premier choc pétrolier. Pour les Occidentaux, il sonne la fin de 30 années de prospérité marquées par un gaspillage sans frein du pétrole. Un pétrole bon marché, apparemment inépuisable. Illusion. L'OPEP est bien sûr considéré comme seul responsable de cette catastrophe mondiale. Pour la première fois, le mot cartel est employé pour la désigner. Un cartel agressif, capable de saper les forces vives des pays développés. Ça fait l'effet d'un véritable électrochoc sur l'opinion publique et sur le gouvernement. Mais la question se pose quand même que les pays arabes imposent un embargo pendant une guerre, à l'occasion d'une guerre avec Israël, dans laquelle certains pays soutenaient Israël. Bon, à la limite, bon, on le comprend, surtout qu'en Arabie Saoudite, il y avait un roi, le roi Faisal, très nationaliste, et qui tenait quand même à avoir une politique un peu d'indépendance de son pays sur un sujet crucial pour tout arabe et tout musulman. Mais comment se fait-il que cette organisation des pays exploitateurs de pétrole soit restée plus de 12 ans avec un siège avant à Genève, ensuite à Vienne, quelques réunions, on discute royauté, comptabilité, comment on calcule l'impôt. Tout d'un coup, prend son courage à deux mains, et voilà, on quadruple les prix du pétrole, et qu'ils font ce qu'ils veulent, les pays industrialisés. Mais comment se fait-il un groupe de pays du tiers-monde, c'est-à-dire politiquement faibles, militairement faibles, économiquement faibles, qui imposent leur volonté aux puissants de ce monde, à des pays industrialisés, aux États-Unis, à l'Europe, au Japon? Qu'est-ce qu'il leur a pris?
Évidemment, cette version des choses, l'OPEP est devenu un cartel, tout le monde l'appelle cartel du pétrole. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Cette version des choses, c'est du cinéma. Du cinéma pur et simple. Parce que les choses ne sont pas comme ça, c'est comme ça. Jamais, jamais au grand jamais l'OPEP n'aurait quadruplé, n'aurait osé augmenter ça. Si les prix de ne serait-ce que les 10% n'ont pas les quadruplés, s'il n'y avait pas quelque chose derrière. En fait, cette explosion des prix est avant tout la conséquence d'une menace qui pesait sur les pays industriels depuis la fin des années 60, les États-Unis en premier lieu. C'est l'époque où le président Nixon, alerté par ses conseillers, prend conscience que son pays, dont la consommation énergétique ne cesse d'augmenter, est de plus en plus dépendant du pétrole moyen-oriental, un pétrole si bon marché qu'il risque à moyen terme de porter un coup fatal à une industrie pétrolière américaine de moins en moins compétitive au fur et à mesure que décroissent les réserves intérieures. Que faire pour résoudre ce problème sans pour autant ruiner les pétroliers américains? Je crois que derrière le premier choc pétrolier, au-delà de ce qu'on cite toujours, la guerre du Kippour, octobre 1973, il y a des raisons fondamentales pour lesquelles un changement était nécessaire et une hausse forte des prix était presque inévitable. On était sur un rythme de croissance des productions et des consommations mondiales de pétrole au cours des 30 années précédentes, entre 6 et 7% par an, donc presque un doublement tous les 10 ans. Et ça n'était pas tenable sur le long terme. Il y a d'ailleurs des gens qui avaient déjà lancé un cri d'alarme, c'était le Club de Rome. Alors, ils avaient parlé du pétrole et d'autres choses, de la nourriture, de l'eau, d'un certain nombre de ressources minérales. Mais pour le pétrole, c'est évident que le rythme n'était pas soutenable et que pour casser ce rythme, quelque chose devait se produire. Et ce quelque chose, ça a été l'envolée des prix. Cette brutale envolée des prix marque le début d'un changement radical de l'industrie pétrolière et une remise en cause du rôle des majors. Jusqu'à la fin des années 60, les majors contrôlaient encore l'ensemble du processus pétrolier, du puits à la pompe, selon l'expression consacrée. Elle le faisait sans grand changement sur le modèle d'intégration verticale mis au point un siècle plus tôt par un certain John D. Rockefeller, le génial fondateur en 1870 du premier empire pétrolier, la Standard Oil Company. Tout change après le premier choc qui contraint les majors à de profondes réformes. Face à la crise des années 1970, les majors ont fait preuve, comme toujours, d'une grande capacité d'adaptation. Comprenant très vite que le sol se dérobait sous leurs pieds, elles ont adopté une nouvelle attitude envers les nations productrices et l'OPEP. Elles se sont également attachées à capitaliser leur accès aux technologies les plus modernes. Elles ont maintenu la plupart des accords faits dans le passé, mais sous des termes différents, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneurs et non plus propriétaires. En effet, l'une des conséquences les plus spectaculaires du choc de 1973 est que les pays membres de l'OPEP se sont substitués aux majors par le biais de nationalisation dans le contrôle et la gestion de leurs propres réserves. Pour simplifier tout ça en deux chiffres, à la veille du choc pétrolier, les sociétés pétrolières privées, enfin privées au public international, contrôlaient 80% des réserves et les sociétés nationales des pays producteurs 20%. 10 ans après, c'est les pourcentages inverses, qui sont toujours les pourcentages actuels, c'est-à-dire que les sociétés nationales des pays producteurs contrôlent 80% des réserves mondiales, et les sociétés pétrolières internationales, 20%. Les compagnies pétrolières étaient ravies de ne plus avoir à décider du prix du pétrole. Comme ils faisaient le tampon entre les producteurs et les consommateurs, ils ont décidé de se retirer après la guerre d'octobre, la situation devenant par trop délicate.
Ils ont même refusé de négocier le prix du pétrole avec les pays producteurs. Dans tous les cas, un prix élevé du pétrole, c'est très bon pour les compagnies pétrolières. Ils en tirent beaucoup de profit. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé cet énorme profit ainsi que leur investissement pour explorer et développer des sources d'approvisionnement alternatives. Ce transfert de pouvoir qui s'opère alors entre les majors et les pays membres de l'OPEP va radicalement modifier les règles du commerce pétrolier. Tant que c'était les mêmes groupes qui géraient l'amont et l'essentiel de l'aval, avec un système de prix relativement stable, le commerce se faisait sur la base de contrats essentiellement moyen-long terme, avec des prix qui étaient les prix officiels des sociétés. C'était la base des contrats. À partir du moment où l'OPEC a pris le contrôle, première conséquence, les sociétés ne contrôlant plus l'ensemble de la chaîne vont se mettre à avoir une bien moins bonne visibilité de leurs sources d'approvisionnement et donc s'approvisionner à beaucoup plus court terme. Ces incertitudes provoquées par la disparition du vieux système du prix officiel favorisent l'émergence d'un marché libre, lieu d'échange au jour le jour du pétrole. On l'appellera marché spot. Dominé par les traders, dont le rôle est purement commercial, il est caractérisé par des fluctuations rapides, parfois considérables des prix. C'est ainsi qu'au cours d'une seule traversée, une cargaison de brut peut changer plusieurs fois de prix, de propriétaire et même de destination. L'alourdissement de la facture énergétique plonge les pays industriels, l'Europe en premier lieu, dans une crise économique et sociale que personne n'avait prévue. Croissance du chômage et des faillites, fermeture d'entreprises, inflation et stagnation, on invente même le mot stagflation, sont des réalités que les populations des pays les plus riches du monde avaient oubliées depuis les années d'après-guerre. Et pourtant, tout n'était pas négatif dans ce qu'il fallait aussi considérer comme un signal d'alarme. Pour la première fois, la prise de conscience de la menace de déclin d'une énergie fossile, donc non renouvelable comme le pétrole, franchit le cercle des spécialistes. Elle incite les responsables politiques, du moins en Europe, à lancer de grandes opérations de sensibilisation de l'opinion publique sur le thème des économies d'énergie. Et ce sera en France la célèbre campagne nationale, la chasse au gaspillage, qui bénéficiera des derniers acquis de la publicité multimédia. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Quand vous restez en deuxième ou en troisième à haut régime, voici ce qui se passe. En passant tout de suite en quatrième ou en cinquième, vous allez aussi vite, en consommant moins et sans fatiguer votre moteur. Passez en quatrième ou en cinquième et économisez du carburant. Vous aussi, chassez le gaspillage. Ne jetez pas vos kilowattheures par les fenêtres. Moi Oui, au lieu de faire votre lessive pour 3 fois rien, encore remplissez votre appareil. Vous ferez des économies. Et pourtant, c'est si simple d'économiser. Accélérer doucement, maintenir une vitesse constante, passer les vitesses en souplesse et éviter les freinages brutaux. Les économies d'énergie, pensez-y. L'autre conséquence de la flambée des prix est de stimuler l'industrie pétrolière dans sa recherche de technologies plus performantes. L'idée était que le prix pouvait être réduit si on trouvait des technologies plus efficaces, mis en plus grand nombre pour prospecter et produire du pétrole. Par conséquent, ils ont investi dans les technologies nouvelles utilisant des ordinateurs très puissants capables d'explorer et même d'observer le sous-sol, ce qui était complètement impossible avant. Ils pouvaient donc prévoir avec une grande précision ce qu'ils allaient trouver en forant. Ces avancées considérables dans les technologies du forage permettaient aux compagnies de forer de nombreux trous sur un même site, de forer selon le bon angle profondément dans la terre. Ce qui était inimaginable seulement 30 ou 40 ans auparavant était devenu possible dans les années 70-80.
Ça a permis d'aller exploiter des pétroles plus chers. La mer du Nord n'aurait probablement pas pu être développée avec les anciens prix. On peut même dire que ça aurait été impossible. La même chose pour l'Alaska, donc ça a permis d'exploiter de nouvelles ressources. Ça a ouvert la porte à l'exploitation de ce qu'on appelait à l'époque les pétroles non conventionnels, les offshore profonds, les bruts ultra lourds. Et également, ça a permis de lancer des grands développements dans d'autres énergies, en particulier le nucléaire. Jusqu'aux années 60, les gisements de la mer du Nord sont jugés peu rentables à cause des difficultés que pose l'exploitation en eau profonde dans des zones soumises à de violentes tempêtes et à des conditions climatiques extrêmes. La flambée des prix de 1973 va permettre aux majors d'investir massivement pour surmonter ce handicap. L'aventure de Frigg, un gisement gazier géant situé entre les côtes de Norvège et d'Écosse, est à ce titre exemplaire des prouesses accomplies alors, notamment par le groupe Elf. Pour la construction des 5 plateformes semi-submersibles hautes de 30 mètres, véritable archipel artificiel destiné à son exploitation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un budget comparable à celui de 10 centrales nucléaires, 3 ans de travail pour l'équivalent de la population d'une ville de 200 000 habitants, 450 000 tonnes de béton et 50 000 tonnes d'aciers spéciaux, 7 fois le poids de la Tour Eiffel. Grâce à ces avancées techniques dans la maîtrise de l'offshore profond, la production de la mer du Nord quintuple entre 1974 et 1978. Cette explosion de la production va permettre aux pays riverains, la Grande-Bretagne et la Norvège en particulier, mais aussi à d'autres pays européens, de se dégager en partie de leur dépendance vis-à-vis de l'OPEC. Les Américains, eux aussi, profitent de cette flambée des prix pour relancer des programmes d'exploration dans des zones difficiles. En particulier à l'extrême nord de l'Alaska, dans la baie de Prudhoe. Cette région avait déjà fait l'objet de prospection à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour répondre à la demande de l'US Navy. Mais malgré des découvertes prometteuses, l'exploitation avait tourné court à cause des conditions climatiques particulièrement sévères de l'Arctique. Tout repart au début des années 70. Encore fallait-il surmonter les obstacles que représente le transport de brut à travers une région montagneuse aux températures extrêmes et de plus en proie à des secousses sismiques de forte amplitude. Et ce sera la construction du Trans-Alaska Pipeline, un gigantesque tube de 1270 km de longueur. Il traverse l'Alaska depuis les gisements de Prudhoe Bay au nord jusqu'au port libre de glace toute l'année de Valdez au sud. Comme pour ajouter aux contraintes de terrain, le Trans-Alaska a dû être surélevé de 3 mètres pour ne pas entraver la migration annuelle des élans et des caribous. Les résultats sont à la hauteur de ces exploits techniques. Depuis une trentaine d'années, le nord de l'Alaska reste la principale région pétrolifère des États-Unis, avec 25% de la production nationale. Mais ces incontestables réussites restent insuffisantes pour alléger à elles seules la facture pétrolière et atténuer les craintes d'un déclin rapide de la production. Des recherches tous azimuts sont alors entreprises pour tenter de réduire la dépendance pétrolière. Les énergies, dites renouvelables et propres, commencent à connaître un véritable engouement auprès d'une frange de la société sensible aux utopies des années 70. Les premières éoliennes font leur apparition dans les campagnes. Quant à la pile solaire, elle ouvre des perspectives prometteuses dans le cadre des économies domestiques. Mais malgré les espoirs qu'elle soulève, ces options ne dépasseront pas le stade expérimental par manque de volonté politique. Tel n'est pas le cas du nucléaire civil qui va se tailler la part du lion dans cet effort de diversification énergétique. Dans la course au central qui s'engage alors entre les États-Unis, le Japon et de nombreux pays d'Europe, la France fait figure de leader au point d'être aujourd'hui le pays le plus nucléarisé du monde par tête d'habitants.
Le coup d'envoi du programme nucléaire français est donné le 6 mars 1974, 2 mois après le premier choc, au cours d'une allocution télévisée de Pierre Messmer, alors Premier ministre du gouvernement Pompidou. Mais notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout ça. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires, depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi parce que maintenant, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. Ce discours marque la victoire des partisans les plus radicaux du tout nucléaire, ceux qu'on appelait les nucléocrates, très influents à la direction d'EDF. Valéry Giscard d'Estaing, le successeur de Georges Pompidou à la tête de l'État en mai 1974, sera le grand ordonnateur de cet ambitieux programme. Mais dès sa mise en chantier, des réactions de rejet éclatent un peu partout en France. Lancée sans réel débat national, la construction des centrales provoque la crainte et la colère des riverains, amplifiée par l'action de ceux qu'on commence à appeler les anti-nucléaires. Leurs manifestations qui éclatent non seulement en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde, marquent le début des mouvements et partis écologistes contemporains. Cependant, leur détermination ne suffira pas à rompre la filière nucléaire et pendant les années qui suivent, la France se dote de 19 sites destinés à accueillir 58 réacteurs d'une capacité de 62 000 MW. Si l'on fait abstraction du problème lancinant des déchets nucléaires ou des gigantesques erreurs industrielles et financières de type Superphénix, le programme représente une incontestable prouesse technologique qui permet à la France de produire 76% de son électricité. Le nucléaire civil, les économies d'énergie et l'exploitation de gisements pétroliers non conventionnels sont des exemples du dynamisme des pays industriels et de leur capacité d'innovation qui leur ont permis de limiter les effets de la crise. Mais 5 ans plus tard, celle-ci connaît un rebondissement d'une ampleur imprévue. Cette fois, le détonateur de ce que l'on appellera le second choc pétrolier ne sera pas une guerre, mais une révolution, celle qui va secouer l'Iran dans les années 78-80. Comme au temps de Mossadegh, le héros malheureux de la nationalisation en 1951 de l'Anglo-Iranian Oil Company, la révolution islamique contre le Shah d'Iran débute en octobre 1978 par une grève des ouvriers du pétrole. En quelques jours, elle paralyse la raffinerie d'Abadan, l'une des plus importantes du monde, puis elle s'étend à l'ensemble du secteur pétrolier avant d'embraser tout le pays. L'ayatollah Khomeini, le plus farouche opposant au Shah exilé en France, à Neauphle-le-Château, lance un appel solennel à la résistance. La grève dans le secteur pétrolier est un acte d'obéissance à Dieu. Son message est entendu. Bientôt, plus une goutte de pétrole n'est extraite dans ce pays qui produisait jusqu'alors 6 millions de barils par jour. Cette crise survient en automne, saison où les compagnies pétrolières font le plein de leurs stocks en prévision de l'hiver. Or, l'Iran est le second exportateur de l'OPEP, derrière l'Arabie Saoudite. Il n'y a cependant pas immédiatement de pénurie physique de pétrole, l'ensemble des pays de l'OPEP se chargeant d'éponger l'effondrement de la production iranienne. Et pourtant, dès cette période, les prix recommencent à flamber. Quelles sont les raisons de ces réactions irrationnelles que des spécialistes appelleront une véritable hystérie des prix ? Ce phénomène n'est pas uniquement économique, il est également psychologique. C'est comme si on avait annoncé aux consommateurs, aux hommes politiques, aux producteurs des pays développés qu'ils ne contrôlaient plus leur destin énergétique.
Cet impact psychologique a eu des répercussions sur l'inflation. Cette inflation, construite sur la peur, a commencé à se faire ressentir au moment de la révolution iranienne et du choc pétrolier quand le prix du carburant a doublé. Cet impact psychologique était d'autant plus violent que les mauvais souvenirs de 73 n'étaient pas si loin. Les populations se sont à nouveau dit que ça recommençait et se sont demandé comment ils pouvaient se protéger dans le futur. Cet impact psychologique a donc énormément influencé l'augmentation du prix du pétrole en 1979 et 1980. Au cours de l'année 1979, l'agitation prend la dimension d'une véritable insurrection populaire dirigée par les mollahs. Le Shah, affaibli par la maladie, ne contrôle plus la situation, d'autant que les Américains, exaspérés par sa mégalomanie grandissante, l'abandonnent à son sort. Le pétrole qui l'avait porté au fait de son pouvoir et de sa richesse, après la chute de Mossadegh, va provoquer sa perte. Le 16 janvier 1979, il est contraint de quitter son pays pour un exil définitif. Une semaine plus tard, le 23 janvier, Téhéran accueille en héros l'ayatollah Khomeini. Son retour marque les débuts de la révolution islamique. Le chaos et les purges qui s'ensuivent ne font qu'aggraver la crise qui secoue le marché pétrolier. La pénurie devient alors physique malgré les efforts de l'Arabie saoudite qui produit à son maximum pour tenter, mais en vain, de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Entre décembre 78 et mai 79, le baril augmente de 75 à 175% suivant les pays. C'est dans ce contexte troublé qu'en janvier 1980, des incidents de frontières éclatent entre l'Irak et l'Iran dans la zone sensible, parce que riche en pétrole, du Chat al-Arab. Un accord de non-agression avait pourtant été signé 5 ans plus tôt à Alger, entre le Shah et Saddam Hussein, censé mettre fin au conflit séculaire portant sur le tracé de cette frontière. Mais les temps ont changé. Depuis la chute du Shah, Saddam Hussein s'estime libéré de cet accord, d'autant qu'il obtient l'appui politique et l'aide financière des pays du Golfe. Inquiet de la montée de l'islamisme révolutionnaire iranien et trop heureux de laisser le maître de Bagdad faire la sale besogne. Les pays occidentaux et l'URSS, eux aussi favorables au régime moderniste et laïcisant de Bagdad, bouclier contre l'intégrisme chiite iranien, vont laisser faire. Avec de plus la bénédiction des marchands de canons de tous bords, Saddam Hussein envahit l'Iran en septembre 1980. Une promenade de santé, prédit-il à ses troupes. Elle va durer 8 ans, avec de part et d'autre son cortège d'atrocités. Enfants soldats fanatisés, employés comme boucliers humains, population civile gazée, morts et blessés par centaines de milliers. Dans cette guerre fratricide entre deux pays producteurs, parmi les plus prospères de l'OPEP, le pétrole devient rapidement un enjeu stratégique majeur. De part et d'autre, les sites pétroliers sont les cibles privilégiées d'attaques terrestres, aériennes et navales. Les destructions massives qui s'ensuivent entretiennent l'angoisse du manque sur les marchés pétroliers et stimulent la flambée des prix pour le plus grand bonheur des spéculateurs. Cette situation de surchauffe va se prolonger jusqu'au milieu des années 80, plus d'une dizaine d'années après le premier choc pétrolier. Elle marque un ralentissement de la croissance des pays occidentaux, mais touche plus durement encore les pays du tiers-monde non producteurs de pétrole. L'alourdissement de la facture énergétique, elle représente souvent 90% de leurs importations, a des conséquences économiques et sociales dramatiques qui les condamnent à la stagnation. Après les espoirs des années 60 de les voir sortir du sous-développement, les années 70 s'ouvrent sur une longue période de surendettement, d'instabilité politique et d'émigration massive dont la crise pétrolière est l'une des causes principales. Par contre, pour les pays membres de l'OPEP, la flambée des prix aura des conséquences exactement inverses. Une véritable pluie de pétrodollars, mot forgé au lendemain du premier choc, submerge littéralement leurs économies. Cette question des pétrodollars est très intéressante car c'est effectivement dans les années 1970 que ce terme a pris toute son importance au moment où le prix du pétrole fut soudainement multiplié par 10.
Pendant une période de temps assez courte, les pays de l'OPEP ont littéralement croulé sous l'argent. Par exemple, en Arabie Saoudite, je ne me souviens plus exactement quel était le revenu par personne au début des années 1970, mais au moment où le prix du pétrole a atteint son sommet au début des années 1980, il était tout simplement exorbitant. Pendant cette période, les excédents commerciaux de l'ensemble des pays de l'OPEP sont estimés à 700 milliards de dollars. Quel usage ont-ils fait de cette indigestion de capitaux? La question des effets d'un enrichissement brutal des pays producteurs est une question controversée et qui est assez difficile, parce que souvent on entend des choses très, très extrêmes en disant cet argent a été complètement gâché dans les pays producteurs, ils n'en ont rien fait, ils ont fait des palais, ils ont acheté des armes aux pays occidentaux. Je crois que les choses sont quand même plus compliquées. D'abord, quand on visite ces pays, on voit qu'ils se sont considérablement transformés. Et pour beaucoup d'entre eux, il y a un développement. Les villes n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 40 ans. L'éducation, le système éducatif s'est considérablement développé. C'est vrai dans les Émirats, à Koweït, à Qatar, en Arabie même. Les pays ont été considérablement transformés. Donc de dire que rien n'a été fait, ça me paraît une méconnaissance complète du terrain. Il est vrai également qu'il y a eu de l'argent mal employé, des dépenses militaires parfois extravagantes, ou des dépenses somptuaires. Je crois que là, vous savez, les États, c'est pas très différent des individus. Quelqu'un qui s'enrichit brutalement, en général, il ne fait pas un usage très modéré et très raisonnable de son argent. Donc l'enrichissement rapide conduit à faire un certain nombre d'excès. Certains pays de l'OPEP ont cependant tenté de faire de leur pétrodollar le moteur de leur développement. C'est le cas de l'Algérie. Au lendemain de son indépendance, elle bénéficie encore d'une réelle dynamique révolutionnaire. C'est incontestablement une chance pour un pays que de disposer de richesses naturelles, y compris quand c'est des hydrocarbures. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est une chance pour un pays de pouvoir disposer d'importantes réserves de pétrole et de gaz. Alors, ces richesses, lorsqu'elles sont bien exploitées, peuvent générer des revenus substantiels qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, peuvent permettre de faciliter la tâche aux dirigeants d'un pays pour développer, pour moderniser son économie. Alors la tâche était dure dans un pays comme l'Algérie, et pas uniquement dans un pays comme l'Algérie, dans d'autres pays de l'OPEP. La tâche était dure parce qu'on partait de très très loin. Les structures sociales, les structures économiques n'étaient pas peut-être prêtes à absorber des revenus aussi importants d'une manière centralisée. Il se peut que le problème était génétique au départ. Malgré ce handicap, des secteurs comme la santé ou l'éducation connaissent une progression spectaculaire grâce à l'argent du pétrole. En Irak et en Algérie notamment. Mais d'autres projets trop ambitieux ou mal ciblés échouent. La tentation de l'industrie lourde est à ce titre exemplaire. Les Algériens en font la cruelle expérience. Sous l'influence des Soviétiques, ils se lancent dans des vastes programmes industriels destinés à concurrencer les pays occidentaux sur leur propre terrain. Ce sera un fiasco. Quelles que soient leurs différences, tous les pays de l'OPEP vont connaître sous des formes diverses des échecs de ce type. Ils sont les symptômes d'un mal commun, le sous-développement. Le sous-développement, ce n'est pas seulement un revenu par tête d'habitant plus faible qu'ailleurs, c'est une mentalité, c'est une composition sociale, intellectuelle, un niveau éducatif, une maîtrise des mécanismes de l'économie, de la croissance, c'est un tout. Et un pays sous-développé est bien entendu moins bien armé qu'un pays développé pour maîtriser des événements majeurs qui bouleversent son destin. Et on le voit très clairement dans la manière dont la manne pétrolière a été gérée par un pays comme la Norvège, pays développé, et par des pays de l'OPEP qui font partie de la zone sous-développée. La Norvège n'a jamais sombré
dans les problèmes que les pays de l'OPEP ont connus, car elle a su tout de suite, et c'est la deuxième raison, geler, pratiquement mettre dans un frigo une partie des flux pétroliers, des revenus pétroliers, pour ne pas déstabiliser son économie. Car ce deuxième facteur est très important. Lorsque dans n'importe quelle économie, qu'il s'agisse dans ce cas d'une économie développée ou d'une économie sous-développée, lorsqu'il y a un facteur déstabilisant qui intervient, soudainement, eh bien, si on n'est pas capable de créer une séparation entre ce facteur et le reste de l'économie, on en subit immédiatement et de manière inéluctable les conséquences. Le troisième facteur, c'est un facteur propre à toute rente, qu'elle soit pétrolière ou autre. Une rente, c'est par définition l'assurance d'une source de revenus parfois permanente, durable et importante. Cela veut dire que dans l'esprit des acteurs dans un pays donné, c'est la voie ouverte à la facilité. C'est pas grave si ça va mal, la rente, qu'elle soit pétrolière ou autre, va nous aider à nous en sortir. Au Nigeria, 6e exportateur de pétrole au monde, les conséquences de la rente ont pris la dimension d'une catastrophe. Situé en zone tropicale humide, c'est le pays le plus peuplé du continent africain, le plus riche en hydrocarbures aussi. Et quand tombe la rente pétrolière, quelques années suffisent pour transformer en friche agricole les immenses plantations d'arachides et de cacao qui faisaient depuis l'époque coloniale la principale richesse du pays. Un autre pays pétrolier de la zone tropicale, le Venezuela, connaît la même tragédie avec l'effondrement de la culture du café. Comme au Nigeria, il provoque un exode rural massif qui transforme les villes en véritables poudrières. Rien de tel dans les monarchies pétrolières du Golfe. Des villes nouvelles surgissent du néant pour le plus grand bénéfice des entreprises occidentales. Elles sont les reflets les plus frappants des miracles accomplis par l'or noir en quelques décennies dans ces pays désertiques, sous-peuplés et sans ressources autres que le pétrole. Durant les années 70, les populations vont bénéficier largement de la manne pétrolière. Tel sera le prix payé par les autorités pour s'assurer la paix sociale. Qu'importe s'il génère une mentalité de rentier peu favorable à l'esprit d'entreprise. Une poignée de cadres occidentaux et une masse de travailleurs émigrés arabes et asiatiques venus de pays pauvres et surpeuplés assurent pour l'essentiel le bon fonctionnement des secteurs d'activité publics et privés. Quant aux familles régnantes, elles profitent de ces années fastes pour s'enrichir en investissant une part importante des revenus pétroliers de leur pays dans les circuits financiers internationaux dont ils vont peu à peu devenir les captifs au détriment de leur nation. Dans les pays du Golfe, comme dans la plupart des pays de l'OPEP, le processus de démocratisation et le sort des populations seront les grands oubliés de la course effrénée à la modernisation qui marque les années 70-80. Je me suis entretenu avec le roi Fahd avant mon départ. Ce fut ma dernière rencontre avec lui en tant qu'ambassadeur. Nous avons principalement parlé de l'usage que le pays faisait de ses richesses. Et je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas vous qui avez mis du pétrole dans votre sous-sol, c'est Dieu. Comme il était croyant, je savais qu'il accepterait cette remarque. De toute manière, les Arabes n'ont rien à voir avec la présence du pétrole. Et ils n'ont rien à voir avec son exploitation, car ce sont les Américains qui l'exploitent. Vous avez reçu une richesse extraordinaire et vous l'avez gaspillée. Elle a été en grande partie dilapidée. Je lui ai dit, si vous utilisez cet argent raisonnablement, vous serez bénis pendant les 1000 ans à venir. Vous pourrez transformer l'Arabie Saoudite, mais aussi le monde arabe et tout l'islam. Mais si vous gaspillez cet argent, vos descendants déterreront vos os pour les brûler. Tout le monde sur Terre veut trouver du pétrole. Ils se disent, quelle bénédiction si on en avait. Mais le pétrole est une malédiction.
Et pourtant, en cette fin des années 70, marquée par une prospérité pétrolière sans mesure, le terme de malédiction n'est pas familier dans la bouche des responsables de l'OPEP euphoriques, loin d'imaginer que la pluie de pétrodollars dont ils bénéficient est sur le point de se tarir. Il est vrai que les gens, à l'époque, ne pensaient pas qu'il y aurait un contre-choc. Tout le monde leur disait « mais ça va continuer à monter ». Les experts internationaux disaient « vous en faites pas, en 2000 vous serez à $100 le baril ». Donc ils pouvaient même emprunter, si vous voulez, sur un avenir qui leur apparaissait comme absolument sans problème. Et tout le monde les a encouragés. Donc ils ont quelques excuses. Au début des années 80, la montée en puissance des producteurs non-OPEP et le déclin de la consommation mondiale de pétrole résultant entre autres des économies d'énergie et du rôle grandissant de l'électricité nucléaire changent les enjeux du marché pétrolier. La balle est de nouveau dans le camp des pays consommateurs, d'autant que dès 1982, on constate une situation de surproduction. Les données d'un troisième choc, ou plutôt d'un contre-choc, sont en place. En mars 1982, l'OPEP tente de juguler la crise en plafonnant la production de ses membres par des quotas destinés à désengorger le marché. Mais les pays de l'OPEP, dont les besoins financiers ne cessent d'augmenter, dépassent leurs quotas de production qu'ils avaient pourtant eux-mêmes fixés et pratiquent une politique de rabais pour garder ou conquérir des parts de marché. Cette concurrence sauvage entre les pays membres menace l'existence même de l'organisation. Seule l'Arabie saoudite continue à jouer le jeu. L'Arabie saoudite, qui a la plus grosse capacité dans les pays de l'OPEC, essaye de faire régner l'ordre en respectant, elle, ses quotas, mais malgré tout, elle n'arrive pas à faire régner l'ordre dans le cartel, et chacun triche plus ou moins. L'Arabie réduit sa production jusqu'à passer à moins de la moitié de sa capacité, et puis un jour... Pendant cette période, les prix s'effritent entre 83 et 86, ou fin 85, et l'Arabie, un jour, décide qu'elle va reprendre sa part de marché, réaugmenter sa production en faisant des contrats incitatifs pour les sociétés pétrolières internationales à prendre du brut saoudien. C'est les contrats dits netback. On ne rentrera pas dans la cuisine de comment ça fonctionnait, mais ça permettait aux sociétés d'être sûr de gagner de l'argent sur le pétrole saoudien. Et donc, à partir de là, il y a surproduction et écroulement des prix. C'est le contre-choc de 86. De 1985 à 1986, les prix du brut sont divisés par deux, de 28 à 14 $ le baril, avec des cours extrêmes à 10 $. Les conséquences sont désastreuses pour les pays de l'OPEP, dont l'endettement devient menaçant. Elles marquent la fin d'une illusion, comme le constate le ministre saoudien du pétrole, Sheikh Yamani, quand il dit « Tout a débuté dans la passion et dans la joie, puis certains ont voulu élever excessivement le prix du pétrole, malgré nos mises en garde contre les conséquences négatives que cela pourrait avoir. En outre, chacun percevait d'énormes revenus financiers et se lançait dans des projets de développement démesurés, comme si la manne allait toujours durer. Nous avons été victimes de nos moments de plaisir. » Dans ce contexte de crise, les pays de l'OPEP prennent conscience que l'éviction des majors au profit des sociétés nationales qui avaient marqué le début des années 70 s'était révélée peu efficace. Dès la fin des années 80, ils réagissent en ouvrant de nouveau leurs portes aux compagnies étrangères, afin d'améliorer la gestion de leurs ressources pétrolières. Donc on voit qu'au fond, tout le monde, à des degrés divers, est en train de rappeler les sociétés pétrolières internationales. Et je crois que ça, c'est une des très très grandes leçons. C'est un contre-choc, je dirais, au niveau de la structure de l'industrie. Que chacun se rend compte qu'au fond, les sociétés jouent un rôle utile. Ce ne sont pas des parasites, ce qui a été souvent la façon dont elles ont été décrites à l'époque des nationalisations. Bien évidemment, elles sont là pour faire du profit et de prélever des bénéfices, mais elles apportent des capitaux. Dans certains pays, c'est nécessaire. 2,
une technicité, un savoir-faire, une organisation. Ce n'est pas tellement la technologie, j'aime pas beaucoup ce terme, c'est beaucoup plus une capacité d'organisation et d'exécution méthodique des choses que les sociétés nationales maîtrisent moins bien. Fin 1986, la crise semble juguler. Les pays de l'OPEP, appauvris et désunis, ont perdu le pouvoir qu'ils détenaient depuis le premier choc. D'autant que la rente pétrolière leur échappe au profit des pays consommateurs. Mais en 1990, ce fragile équilibre est de nouveau menacé par une guerre une fois de plus. En août 1990, 2 ans après l'interminable guerre Iran-Irak qui a saigné et a demi ruiné les deux puissances belligérantes, Saddam Hussein récidive. Sûr de son impunité, il ose violer un tabou en envahissant son voisin arabe, le Koweït, monarchie pétrolière, elle aussi membre de l'OPEP. Au prétexte que le Koweït est une ancienne province irakienne de l'Empire ottoman, le maître de Bagdad rêve de s'emparer de ses richesses et de s'offrir le large débouché maritime qui lui manque pour écouler son pétrole. Après une conquête facile, il contrôle plus du 1/5 de tout le pétrole produit dans le monde. Mais sa victoire est de courte durée. Les Nations Unies condamnent cette agression et donnent le feu vert pour une intervention militaire. Une coalition de 30 nations se forme, conduite par les États-Unis, la seule superpuissance de la planète depuis l'effondrement du bloc communiste. Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1991, l'opération Tempête du désert débute par des interventions massives de l'aviation. Pendant 43 jours, tapis de bombes et frappes dites chirurgicales détruisent l'infrastructure de l'Irak et écrasent les troupes d'occupation au Koweït. En février 1991, 100 heures suffiront aux troupes terrestres de la coalition pour les repousser au-delà de la frontière. Le sabotage de 750 puits de pétrole koweïtien ordonné par Saddam Hussein à ses troupes en déroute sera le sombre épilogue de l'opération Tempête du désert. Ce dernier conflit pétrolier de la fin du XXe siècle aurait pu provoquer une crise économique majeure. Il n'en fut rien, preuve de l'impressionnante puissance du système pétrolier international. Et pendant les années qui suivent, la production sera en mesure de répondre à une consommation de carburant toujours croissante. Mais derrière cette bonne santé apparente se profile la menace d'une catastrophe planétaire. Celle de l'inéluctable déclin des réserves pétrolières. Comment y ferons-nous face? Tel est le plus grand défi du XXIe siècle auquel nous serons bientôt confrontés.